Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères du continent, ceci doit être notre priorité. Qui voulons-nous être? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous devenir? Le jour où nous aurons répondu à cette question, nous deviendrons la première puissance au monde. Définissons notre vision. C'est la clé. C'est la clé. Et puis vient le mode de gouvernance. Je ne vais pas revenir sur tout ce que chacun sait, sur les modèles que nous avons adoptés et qui montrent leurs limites chaque jour. On ne dit pas que la démocratie soit mauvaise, elle marche chez les autres. C'est le fruit de leur histoire. C'est le fruit de leur histoire, de leur civilisation. Peut-être qu'il faut qu'on pense à notre modèle à nous. Nous l'avons travaillé au sein de Mensa pour vous faire une proposition. Cette proposition, si elle paraît violente, pardonnez-nous. Nous sommes dans une réflexion profonde que vous allez enrichir, vous allez améliorer, vous allez nous chasser, nous battre. Mais nous voulons qu'on discute d'idées, pour une fois, qui soient les nôtres, pas celles des autres. Alors nous avons regardé comment fonctionne l'exécutif. Jules, avec sa manière connue, disait sous forme de boutade qu'on ne peut pas être aussi puissant et ne pas perdre la tête. Il n'y a que Dieu pour ne pas perdre la tête quand on a autant de puissance. Mais l'humain que nous sommes est imparfait. Il perd la tête quand il a tous les pouvoirs. Le président omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. Le président tout-puissant devient esclave des dragueurs, des baratineurs, de ceux qui viennent lui dire le soir qu'il est spécialement intelligent alors qu'il a besoin d'être conseillé. Ce n'est pas parce qu'on a juré un jour sur le Coran ou sur la Bible que d'un coup, vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez hier. À quoi servent-elles vraiment ces élections, si ce n'est de prétexte à ça à qui on veut plaire en les organisant, de s'ingérer dans nos affaires, de nous dénigrer? Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais aussi de nous diviser. Les périodes électorales sont devenues des temps où aucun Africain ne veut se trouver dans son pays, craignant tout ce qu'il y aura comme dévastation ou même conflit en guise de protestation et de contestation des résultats du scrutin. C'est presque systématique. Avant même que les élections n'aient eu lieu, celui qui sera proclamé vainqueur est connu de tous, tout comme personne n'ignore que son élection fera l'objet de contestations qui déboucheront sur des violents affrontements au terme desquels s'assiera sur le fauteuil présidentiel celui avec les plus gros soutiens ou avec la plus grande frange de l'armée à ses côtés. Voilà le scénario que finance chaque 5 ou 7 ans des millions de nos dollars qui auraient pu être dédiés à des besoins essentiels comme la construction d'infrastructures sanitaires, scolaires, routières et bien d'autres besoins. Des millions de dollars sont donc ainsi jetés par la fenêtre et le cas récent du Gabon illustre bien ce gaspillage-là. Après avoir engagé des centaines de millions de dollars pour une élection superfétatoire, celui qui a été élu n'a même pas eu le temps de prêter serment qu'il a été renversé par des militaires qui dénonçaient son élection controversée. Vous vous rappelez sûrement de cet homme malade qui, au travers d'une vidéo, nous implorait de « make noise ». Mais si vous ne vous en souvenez pas, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise
to make noise. To make noise, really. I'm thanking you. Le vote est déjà un luxe que ne peuvent s'offrir les misérables populations que nous sommes. On voit mal cette maman laisser son comptoir de vente ou encore ce jeune homme laisser sa moto et donc perdre du temps et ses potentiels gains pour aller participer à un scrutin qu'il sait jouer d'avance et pire encore, si même les résultats de ces élections factices sont balayés d'un revers de la main. Ils n'en ont plus rien à faire de la politique. Et je fais partie de ceux qui disent ne nous demandez pas notre avis si c'est pour le jeter à la poubelle. Cependant, il y a un mais. Si en revanche vous avez de quoi acheter les voix et le temps de ces populations qui vivent dans la misère, elles n'hésiteront pas beaucoup. Car il est pour elles moins important de savoir qui décidera de leur destin et de celui de leur famille que de trouver ce qu'ils mangeront à la tombée de la nuit. Un jour peut-être, lorsqu'elles sortiront la tête de l'eau, elles s'en préoccuperont. Mais pour l'instant, elles ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Et étant donné que les populations de nos pays sont en majorité dans une situation semblable, nos États ne doivent et ne peuvent tout simplement pas continuer de s'encombrer de tant d'apparats. Il a fallu du temps au chantre de la démocratie pour construire, implémenter et consolider leur système. Alors pourquoi ne prendrions-nous pas aussi le temps de penser ou de tout simplement choisir le nôtre? Choisir celui qui ira dans le sens de nos intérêts. Vu que nos États paient déjà trop cher le prix de ce mimétisme infructueux. Et on peut mieux le constater à travers les élections à venir en République démocratique du Congo. Élections pour lesquelles on engagera plus d'1 milliard de dollars. Sachant que les défis auxquels feront face ces élections sont ceux qui accablent le peuple et l'État du Congo au quotidien, ces dollars-là ne seraient-ils pas mieux investis que dans des élections dérisoires et onéreuses? Si on tient même temps à la démocratie, ces milliards ne seraient-ils pas mieux utilisés s'ils étaient investis dans la préparation d'un terrain propice à l'épanouissement de la démocratie? Car oui, ne vous y trompez pas, la démocratie ne semble pas adaptée aux réalités de populations pauvres. Les bureaux de vote par exemple, pour être installés, il faut se déplacer. Et justement, c'est l'un des défis auxquels fera face la RDC. Car comme la majorité de nos pays, là-bas les routes sont soit inexistantes, soit en mauvais état. Peut-être les airs auraient pu pallier à ce souci si les compagnies aériennes n'avaient pas autant de soucis financiers et si elles ne manquaient pas d'avions. Et rassurez-vous, le transport maritime ne se porte pas mieux au Congo. Sur le plan sécuritaire, vous connaissez tous la situation qui prévaut à l'est du pays où de nombreux groupes rebelles ou terroristes comme vous voulez tiennent tête à l'État et donc où plus d'1 million de citoyens congolais désireux ou pas de le faire d'ailleurs ne pourront pas exprimer leur voix lors de ce scrutin. Nous naviguions tous de conserve lorsque nous dénoncions la sympathie et la solidarité à géométrie variable du monde occidental pour les uns et pour les autres pour supplier de l'aide dans la lutte pour le retour de la tranquillité et de la paix au Congo. Et pourtant il y avait des milliards dans les coffres de ce pays. Ne serait-ce pas plus bénéfique d'investir ces milliards dans l'exploitation des ressources du pays qui sont bradées et spoliées au sud de tous, ou encore de les investir dans la lutte pour le retour de la paix au Congo? Parce que si on a de l'argent dans nos poches qu'on peut investir dans une lutte, pourquoi aller supplier, crier partout que on apporte plus d'aide à l'Ukraine et quand c'est nous, personne ne regarde. Pourtant nous avons de l'argent à jeter que nous allons aller investir dans des élections onéreuses et dérisoires. Mais peut-être que ce que je dis est irrationnel et vu que je ne prétends pas avoir le monopole de la logique, vos commentaires, vos remarques et vos réactions sont les bienvenus pour enrichir cette réflexion sur la pertinence de la démocratie dans la quête de progrès en Afrique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.